Une trentaine connectés, donc je vais vous proposer de démarrer officiellement ce webinaire du mois de mai, intitulé «Les petites et moyennes capitalisations face aux défis de l'ESG». Alors, Sarah, aujourd'hui, on a un panel extrêmement intéressant pour débattre, puisque on a une société de gestion avec Augustin qui représentera Mandarine, et évidemment un fournisseur de données avec Emmanuel qui représentera une société qu'il a créée qui s'appelle Etifinance. Donc on va pouvoir évoquer un certain nombre de sujets autour de la donnée, justement des PME et pas seulement. Vous aurez, Aurélien, accès au replay. Si la question est orientée, il faut quand même suivre le webinaire, hein. Mais on vous enverra le replay et on vous enverra le replay ainsi que les slides qu'on va vous présenter sous les yeux. Donc, comme d'habitude, ce webinaire est organisé, co-présenté par Sarah et moi, donc par les AFR et par Scale Risk. On aura d'ailleurs, Sarah, je pense qu'on peut le dire tout de suite, l'occasion de vous proposer un webinaire très rapidement aussi mi-juin. Donc là, on va les enchaîner assez rapidement. On y reviendra sur la fin de l'heure qu'on va passer ensemble. Et donc, je te propose, Sarah, de présenter nos invités et de faire l'introduction de ce webinaire qui aura toujours lieu en deux parties. Première partie, présentation. Deuxième partie, dialogue avec vous et échange avec les questions qu'on va modérer dans la foulée. Voilà, Sarah, floor is yours. Merci beaucoup Hugo, c'est top. Donc effectivement, bonjour à tous, merci d'être avec nous de façon fidèle chaque mois. On est hyper contente de vous accueillir pour une thématique qu'on n'avait pas encore traitée, qui est celle effectivement des small et des mid cap, des plus petites structures dans lesquelles on peut investir. Pourquoi? Parce que finalement, c'est peut-être un peu les enfants pauvres de l'ESG. On a commencé avec des grosses capitalisations, des sociétés qui ont des obligations de reporting ESG et donc de reporting RSE, des structures qui, du fait de ces obligations-là, publient beaucoup, qui sont très transparentes. Et en même temps, tout le monde n'est pas forcément à ce niveau-là, n'a pas une armée d'experts RSE en interne. Quand on est plus petit, c'est moins facile. Et c'est pas pour autant qu'on est moins engagé. Finalement, c'est ça qui est peut-être important de rappeler. Et donc, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait traiter cette thématique, donc des small et mid cap, des structures corporate qui sont d'une plus petite taille, qui ont peut-être moins d'informations sur le papier à nous fournir, mais qui finalement peuvent être hyper intéressantes, en matière d'investissement et aussi en matière d'engagement ESG. Donc voilà un peu pourquoi cette thématique aujourd'hui. On a effectivement choisi d'avoir avec nous deux invités de renom que sont Emmanuel et Augustin, avec deux structures complémentaires quelque part. Augustin, comme tu le disais, Hugo, qui représente les professionnels vraiment de la gestion, et de l'autre côté Emmanuel avec son rôle d'intermédiaire, en particulier sur les small et les mid-cap en Europe. Donc on va avoir plein de choses à se raconter. On va parler aujourd'hui un petit peu d'engagement actionnarial, pas mal de label ISR du fait des taux de couverture pas toujours faciles à atteindre. On va parler de controverses aussi sur les plus petites structures sur lesquelles, encore une fois, on a parfois moins d'informations. Et tout ça pour vous dire effectivement que une fois que nos invités nous auront fait une belle présentation, un beau tour d'horizon de la thématique, ils répondront à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure des échanges de noter vos questions dans le chat. On les réceptionne au fur et à mesure et on les traite en deuxième partie d'échange avec grand plaisir. Et voilà. Peut-être maintenant, on va laisser la parole à nos invités. Peut-être d'abord Emmanuel pour une courte présentation. Finalement, qui es-tu? Qu'est-ce que c'est Etifinance? Et ensuite, on laissera la parole à Augustin. Merci Sarah et merci Hugo. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours une joie de parler des sujets qui me passionnent. Donc voilà, les PME, les ETI. Moi-même, je suis plutôt un entrepreneur, même avant Etifinance, puisque j'étais surtout au Royaume-Uni, passionné déjà par ce segment, par cette taille d'entreprise. Merci donc aux acteurs de la finance responsable aussi, à Scale Risk, pour nous permettre à Augustin et moi-même de parler de ce dont on parle moins souvent aujourd'hui dans l'ESG. Il y a toujours une prime un peu à la taille, à la visibilité. Or, l'économie en Europe, elle se fait grâce aux PME et aux ETI. Donc, deux mots, et je ne sais pas, alors,
pour passer au slide d'après, c'est. Tu as un petit bouton, une petite flèche en bas et tout le monde peut passer les slides. Donc, Ah, ok, ouais, c'est vrai. Okay. À toi de jouer. T'avais dû me le dire, mais j'ai pas dû suffisamment bien écouter. Voilà. Etifinance a 18 ans, un petit peu plus de 18 ans. C'est une entreprise qui est considérée comme une agence de notation financière et extra-financière. J'ai commencé dans l'extra-financier il y a 18 ans, mais on s'est rapproché d'une agence de notation financière spécialisée sur les PME ETI, Spread Research. Et ça, désormais, le groupe est totalement badgé, appelé Etifinance, avec une très forte croissance depuis l'arrivée d'un nouvel actionnaire familial, un family office, il y a 2 ans. On est désormais une agence, je dirais, de la double matérialité financière, extra-financière, avec une centaine de collaborateurs répartis, vous voyez, c'est nouveau. Madrid, c'est-à-dire on est en Espagne et à Grenade aussi. On a fait une acquisition au mois de février d'une agence leader dans la notation crédit. Voilà, donc on se veut totalement holistique, financier et extra-financier sur les small et mid cap. On a aujourd'hui, je pense, la meilleure, enfin indéniablement, je l'assume, je pense être le leader avec nos équipes sur l'extra-financier en Europe. Pourquoi? Parce qu'on est les seuls à aller chercher de l'information que les autres agences ne vont pas chercher sur, je vous dis là, il y a un chiffre, 2300 valeurs. C'est toutes les entreprises qui ont une market cap, une capitalisation boursière entre 150 millions d'euros et 10 milliards d'euros. Etifinance les couvre. Ça fait à peu près 2300 titres et vous avez là les répartitions. J'espère que je n'ai pas été trop long pour ce propos introductif sur Etifinance. Voilà, je laisse Augustin présenter sa belle maison. Merci. Donc oui, je vais vous présenter la belle maison, donc Mandarine Gestion. Moi, je m'occupe de 2 fonds pour eux. Je vais revenir sur un qui est ici présent. Déjà, Mandarine Gestion, juste en quelques mots. On est une boutique française, entrepreneuriale également. Donc quand on dit boutique, c'est qu'on gère 3,5 milliards d'euros que sur des actions. Donc pour le monde de la finance, c'est beaucoup, mais c'est en même temps peu. Et on a déjà labellisé 80% de nos actifs, donc avec des labels qui reviennent, que soit l'ISR ou soit des labels européens. J'y reviendrai. Et tous nos fonds sont SFDR 8 ou 9. J'y reviendrai aussi, mais c'est une réglementation qui met en lumière justement l'application et les critères ESG qui sont inclus dans notre gestion. Et donc le fonds que je présente aujourd'hui, c'est Mandarine Europe Microcap. Et donc c'est un fonds, comme vous voyez à gauche, qui a des performances sur le long terme qui sont plutôt satisfaisantes. Et c'est toujours pour illustrer ce que disait Emmanuel aussi, hein, mais l'extra-financier, il est toujours à mettre en parallèle avec le financier. Et on voit que inclure ça, ça peut ramener de la valeur et ça peut avoir aussi une implication sur le long terme de bonne gestion. Ça nous paraît important. Et donc ce fonds est éligible PEA-PME. Quand on parle de microcap, je vais vous expliquer ce que c'est, mais on parle vraiment des PME. Et donc ce fonds est labellisé ISR, il gère un peu plus de 200 millions d'euros. Et ça a été le premier fonds en Europe sur des microcaps à être labellisé avec ce label d'État français. C'était en 2019. Et donc, ça a été un vrai travail. Je vais y revenir aussi. Déjà, quand on parle de microcap, peut-être vous expliquer ce que c'est. Ça ne parle pas à tout le monde. Et c'est vrai qu'elles sont moins connues. Quand on parle de microcap, on parle de PME cotées en bourse. C'est souvent des acteurs de niche. Nous, on parle de capitalisation boursière entre 50 et 500 millions d'euros, généralement, quand on investit. Donc, c'est vraiment des petites sociétés pour la bourse. Mais par contre, elles sont très très nombreuses. C'est environ 50% des sociétés cotées dans le monde qui sont des microcaps. Donc une entreprise sur 2 cotée en bourse est une microcap. Mais en taille de capitalisation, elles sont toutes petites, comme je le disais. Et donc, elles ne représentent qu'1 à 2 de la capitalisation globale. Mais pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est vraiment un univers très, très riche où on voit énormément de sociétés sur n'importe quel secteur de marché. Et c'est un univers qui est, comme je disais, sur les performances boursières attractif parce que ces sociétés, elles sont plus innovantes, elles délivrent plus de croissance bénéficiaire. Et donc, par rapport aux grandes valeurs et aux indices de grandes valeurs, ici, vous l'avez, les microcaps, sur le long terme, font des meilleures performances que les grandes valeurs. Et en tant qu'investisseur, quand on choisit de faire de la sélection de valeurs, et là, ça va reprendre un propos avec de l'extra-financier. Ici, vous avez la distribution des performances sur un an, des microcaps en vert et des grandes valeurs en orange. Ça fait un peu barbare, mais c'est très simple à expliquer. Sur la gauche du graphique, vous avez la proportion d'accidents de parcours, donc des sociétés qui, en bourse, ont perdu plus de 60% sur la dernière année. Et puis sur la droite du graphique, vous avez les sociétés qui ont, elles, connu un très beau parcours boursier, qui ont monté de plus de 60%.
Ça illustre juste ce graphique, il illustre le fait que les micro-caps, elles peuvent avoir des performances boursières qui sont beaucoup plus volatiles que les grandes valeurs si on n'en prend qu'une seule. Il faut bien se diversifier dans cet univers. Ça illustre aussi le fait qu'il y a beaucoup d'accidents de parcours et beaucoup de très beaux parcours, mais ces accidents de parcours, ils sont de plus en plus liés pas que à du financier, mais à de l'extra-financier. Et donc, en tant qu'investisseur, prendre en compte ces critères extra-financiers, c'est vraiment de plus en plus important parce que c'est une bonne partie de ces accidents peuvent être expliqués par des controverses ou des accidents qu'il y a eu sur la partie extra-financière. Et donc, essayer d'éviter ces accidents de parcours, ça peut nous permettre de faire de meilleures performances que notre indice. Et c'est tout ce qu'on recherche quand on est investisseur. Et donc, je pourrais y revenir par la suite. Voilà. Merci beaucoup, Augustin. C'était une parfaite intro pour démarrer le sujet et on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. D'abord avec toi, Emmanuel, effectivement, Etifinance s'est spécialisé sur ces small mid caps, ces petites valeurs. Comme on vient de le voir grâce à l'introduction d'Augustin, c'est un marché atypique. Et alors, du coup, comment on fait quand on est fournisseur de données sur un marché qui est quand même assez différent, où il y a moins d'informations publiques? Comment on fait en tant que fournisseur de données et comment ça marche finalement? Oui, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de personnes se rendent compte de la difficulté d'évaluer une PME ou une ETI. C'est pas la même, on n'a pas la même quantité d'informations publiques. C'est juste du bon sens. Une PME va avoir moins de moyens pour formaliser une politique en matière ESG ou pour déployer certains de ces systèmes de gestion en matière environnementale. Elle va peut-être le faire, mais elle va pas le dire ou elle va pas suffisamment le mettre en exergue sur sa déclaration de performance ou bien sur son site internet. Voilà, quand on est une petite boîte, et je sais de quoi je parle parce que j'en ai créé, j'en ai géré, on est souvent au four et au moulin et on n'a pas non plus le temps nécessaire ou la bande passante pour bien formaliser des politiques et des KPIs. D'où l'importance chez Etifinance, c'est un peu notre différence par rapport aux autres grandes agences que l'on respecte beaucoup. Hein, nos confrères, ils ne sont même pas concurrents puisque je vous dis, on est sur de la collecte et des scores et de la notation extra-financière sur des entreprises qui ne couvrent pas forcément bien. On va rentrer en dialogue. Tu l'as mentionné tout à l'heure, Sarah, le dialogue actionnarial. Alors, on n'est pas actionnaire, mais tous nos gérants le sont. On a une centaine de sociétés de gestion qui travaillent avec nous et ils savent que l'on va chercher l'information à la main, on va parler au CFO ou au DG, on va leur dire voilà, il y a Mandarine, enfin on ne cite pas forcément Mandarine, on va dire il y a des gérants d'actifs, des stock pickers qui choisissent précisément les valeurs dans lesquelles ils vont investir. Sachez que pour eux, c'est important d'avoir un taux d'absentéisme, si je parle du capital humain. Je vous montre l'arborescence, voilà. L'arborescence des thèmes qu'on aborde, sur la première colonne, vous voyez, il y a 4 piliers, la gouvernance, il y a tout ce qui est social, donc le capital humain, tout ce qui est écologie en environnement et la relation qu'a l'entreprise avec ses parties prenantes externes, que sont les clients et les fournisseurs. Vous voyez bien que c'est très dense comme matériau, ce que l'on va demander, et toute cette information, si vous faites certains noms sur Google et vous allez taper voilà, Manitou ou chez Boiron, vous n'allez pas avoir toutes ces informations. Ce n'est pas leur jeter la pierre, je ne suis pas en train de nommer, du faire de name and shame, je dis que c'est normal. On ne va pas trouver, vous voyez, sur l'ensemble de ces thématiques, je ne vais pas avoir les réponses que je pourrais avoir évidemment si j'évalue Danone ou un autre, ou Stellantis sur ces thématiques extra-financières. Donc, c'est important, dans les équipes d'Etifinance, on a des analystes, mais on a des gens surtout qui savent entrer en dialogue avec les entreprises, leur expliquer les informations qui nous manquent et qu'il nous faudrait, afin qu'on puisse les remonter à nos gérants. Et donc, ça, c'est apprécié. C'est vrai que la plupart des PME, ETI cotées en France et donc en Europe nous connaissent et nous valorisent quelque part aussi le fait qu'on soit l'intermédiaire entre les investisseurs comme Augustin, voilà, et puis eux-mêmes en entreprise. Donc, c'est un métier un petit peu différent d'une autre agence.
que celui d'être analyste extra-financier. Il faut gagner la confiance des dirigeants, il faut leur expliquer et il faut restituer. Ils apprécient beaucoup que l'on restitue la note, qu'on leur donne les points forts, qu'on mette en exergue aussi les axes d'amélioration. Voilà en quoi notre métier un petit peu diffère d'analyste extra-financier dans une autre agence. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, effectivement, on comprend tout de suite qu'il y a un vrai rapport tripartite et c'est pour ça que c'est aussi sympa de vous avoir tous les deux en même temps parce que on a le regard d'un côté d'Emmanuel qui va quasiment à la rencontre des dirigeants pour avoir de l'information et de l'autre côté, Augustin, justement, comment on fait quand on est gérant sur un marché qui est effectivement assez atypique? Qu'est-ce que ça change finalement dans ton quotidien quand tu travailles sur ce type de valeur? Ouais, alors c'est un bon point parce que ça a été vraiment un vrai sujet. Comme je disais, le fonds a été labellisé en 2019. À l'époque, on était le premier en Europe et nous, dans notre univers d'investissement et donc dans le fonds, on a environ, 15 de France. Donc la France, c'est là où on peut aller chercher l'information le plus rapidement, avoir le contact le plus facile avec les dirigeants. Mais le problème, c'est qu'il restait les 85 autres à travers l'Europe, dans différentes géographies. Ça va de la Finlande à l'Italie, en passant par l'Irlande et donc aller chercher de l'information homogène pour noter tout cet univers d'investissement. C'était un vrai travail et donc à l'époque quand on s'est lancé, et qu'on a voulu, obtenir ce label, il y avait 2 solutions. Soit, quand vous voulez le label ISR français, soit vous avez une meilleure note que votre indice de référence, soit vous excluez au moins 20 des acteurs dans votre univers et donc on a choisi d'exclure, 20 des acteurs dans notre univers. Ça prend en compte le fait qu'il faut du coup noter tout cet univers de référence et donc on a dû se retrousser les manches et y aller nous-mêmes. On s'appuie quand on le peut sur des agences, extra-financières et typiquement Etifinance, peut être un bon partenaire mais pour notre univers, les capitalisations étant, parfois toutes petites, on n'avait pas toujours une couverture, suffisante et heureusement ça progresse et donc on a aussi dû aller faire, voilà, toquer à certaines portes et aller faire de l'engagement. Et l'idée de l'intérêt là-dessus, de notre engagement là-dessus et de renforcer, cette analyse extra-financière. Je parlais tout à l'heure de la gestion et on parlait du stock picking, donc de choisir les bons acteurs, éviter les accidents. Déjà, on expliquait aux sociétés sur un point de vue opérationnel. Quand on va regarder des sociétés, on va chercher des sociétés qui sont en croissance en général. Des sociétés en croissance, c'est des sociétés qui vont réussir à attirer les meilleurs talents pour soutenir cette croissance. Pour nous, du coup, le critère du social, typiquement, c'était un critère qui est typiquement extra-financier, mais qui, à moyen long terme, va se retrouver sur la position financière et la croissance financière de la société. Typiquement, les aspects de valorisation aussi, quand on allait discuter avec des dirigeants, parfois on était les premiers à aller les voir. Typiquement, quand on allait toquer à une porte d'un dirigeant finlandais ou allemand, etc. Et on lui demandait notre petite grille d'évaluation pour avoir des critères aussi. Bon, parfois, ils nous disaient: «Mais oui, mais moi, j'ai pas le temps, à quoi ça va me servir?» Le sujet sur la valorisation financière, ça peut leur parler. Quand on va rencontrer un chef d'entreprise d'une micro-cap, c'est en général un actionnaire important de la société. Il est en général dans l'équipe fondatrice et étant gros actionnaire de la société, il a tout intérêt à ce que sa valorisation boursière, elle reflète au mieux, la valorisation de la société et donc, quand on lui explique que le phénomène qu'on a aperçu sur les grandes valeurs, c'est-à-dire une grande valeur qui ne communique très bien sur l'extra-financier, sa valorisation elle aura tendance à s'apprécier. Et ce phénomène, il va arriver et il arrive déjà sur les petites valeurs. Les petites valeurs qui ne font pas l'effort sur l'extra-financier, ça peut leur retomber dessus sur leur valorisation. Et donc, leur expliquer ça, c'était un vrai sujet. Nous, notre but, c'était vraiment de pousser à la transparence. Et donc, je vais y revenir par la suite. Et puis, l'idée aussi, c'était la gestion des risques, comme je l'ai vu, enfin, comme on l'a vu avec la répartition des distributions de performance, vous avez énormément d'accidents de parcours dans cet univers et donc intégrer l'ESG, c'était vraiment, amener aussi une notion de gestion des risques, supplémentaire. Pour ça, on a du coup choisi l'exclusion de 20 des sociétés dans chaque secteur, donc ce qu'on appelle une logique best in class. Best in class, de notre point de vue, ça ne veut pas dire on va investir uniquement sur les meilleurs, mais ça veut dire on va pas investir, pardon, sur les pires. Donc 20 des sociétés dans chaque secteur sont exclus, donc c'est pas définitif. Notre idée, c'était du coup de récolter l'information sur les rapports annuels, rapports extra-financiers quand ils existent, de voir ce qui était public et quand la société, par rapport à ses petits concurrents,
dans le secteur en Europe n'est pas bonne et se retrouve dans le dernier quintile en termes ESG, c'était plutôt de faire un engagement actionnarial. Donc, je vais y revenir, ça sera l'occasion et d'exclure ces sociétés pour le moment. L'idée, c'était aussi de leur dire, bon, actuellement, vous êtes exclus, mais si vous voulez qu'on investisse chez vous, il va falloir faire des progrès sur certains critères. Soit vous n'êtes pas assez transparent, soit il y a des données où il faut vous améliorer. Et donc exclure ces sociétés sur des piliers que vous voyez ici, hein, gouvernance sociale, environnement, partie prenante, ça se rapproche effectivement de ce qu'on peut voir chez FT Finance. On n'a rien inventé. Le but, c'était vraiment de pousser ces sociétés à être le plus transparentes possible et donc d'éliminer un certain nombre de sociétés. Et ça, c'est une élimination qui ne se fait, comme je le disais, pas de façon définitive, mais plutôt en allant voir ces sociétés. Ça sera peut-être l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Augustin. C'était très intéressant. Et puis, on va du coup peut-être continuer justement dans cette lignée. Tu as parlé à plusieurs reprises de risque d'accident de parcours parfois. Ça sous-entend forcément de pouvoir identifier des controverses, des signaux faibles, ce genre de choses. Et du coup, on va laisser peut-être la parole à Emmanuel sur cette question des controverses pour nous en dire plus sur la façon dont on identifie justement ces signaux faibles ou des signaux à l'inverse positifs, puisque c'est là aussi de l'information et c'est plus vraiment ni des notes ni de la donnée brute, mais c'est pourtant une information et des informations très importantes. C'est vrai, c'est un enjeu sur lequel, les controverses, ça a été quelque chose d'assez compliqué sur les PME ETI. Pourquoi? Parce que en général, comme on le sait, ces entreprises-là font pas la une des journaux parce qu'elles intéressent moins les médias que des grands noms. Premièrement. Deuxièmement, dans le passé, on a travaillé avec les équipes maintes fois, essayé de faire appel à des technologies pour essayer de trouver sur des arborescences de mots des concepts, des thématiques négatives sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Et jusqu'à il y a quelques années, la technologie n'y était pas. Jusqu'à ce qu'on investisse et qu'on trouve un partenaire il y a un peu moins d'un an, quand on a refait un benchmark de différents providers d'articles et d'intelligence artificielle. Et voilà, on a trouvé Sésame, donc c'est la société Sésame, qui est un acteur récent, qui a 5 ans d'existence, en forte croissance d'ailleurs. Et c'est avec eux qu'on a développé une approche avec 2 couches. Il y a une couche technologique où l'IA va nous ramener des informations négatives pertinentes, parce que trouver des informations négatives, c'est comme mettre un peu un peigne ratisser une plage avec un peigne fin, ça va vous ramener des tas de détritus et il va falloir un temps humain incroyable pour traiter tous ces détritus-là. Donc, c'était compliqué technologiquement d'avoir le bon râteau, si vous voulez, avec les bonnes mailles, si je puis dire. Ça, on l'a avec Sésame, qui nous ramène ces informations. Et ensuite, donc ça, c'est la couche techno. Et ensuite, il y a la couche analytique des analystes, donc d'ETI Finance, qui là vont reprendre les informations que la machine a ramenées et vont pouvoir les scorer. Donc, on va pouvoir dire si une information a été virale, si la controverse est fortement impactante, matériellement, juridiquement. Donc, on a mis toute une méthodologie que je tiens à disposition. Je le dis à ceux qui nous écoutent ce matin. On a une méthodologie robuste, assez costaud, sur comment on évalue la gravité d'une controverse sur une small et mid cap. Et on restitue cela tous les mois à nos clients qui ont souscrit donc au service controverse. Ça, c'est une chose. Et il y a évidemment des alertes. Voyez. Et à partir de 2022, depuis 2004 jusqu'à 2021, les notes extra-financières d'ETI Finance n'intégraient pas la controverse. Vous voyez, c'est-à-dire que si j'avais une controverse en 2021 sur un titre, ça ne venait pas diminuer la note. À partir de 2022, on va intégrer cela parce qu'on a enfin trouvé la technologie, le moyen de suivre sur un grand nombre de valeurs
d'identifier la remontée d'informations et de scorer la gravité. Donc ça, c'est une nouvelle importante que l'on déploie donc systématiquement à partir de cette année. Voilà, Augustin, je te laisse. Merci beaucoup, Emmanuel. Ah oui, mais Augustin, c'est sur la CSD. Ouais, voilà, et puis on va enchaîner du coup, parce qu'une fois qu'on s'est dit tout ça, CSRD arrive. Donc CSRD, pour rappel, pour ceux qui détestent les acronymes, et on vous comprend, CSRD, c'est le nouveau NFRD, et NFRD, c'est la réglementation qui impose aux grandes entreprises de publier une déclaration de performance extra-financière. Ça existe mise en œuvre depuis 2017. Le temps passe, donc on va essayer de mettre un petit coup de neuf sur cette réglementation. C'est pourquoi CSRD débarque. Et il va se passer plein de choses. Rapidement, il va se passer une augmentation du champ d'application. On va avoir des entreprises de taille de plus en plus petites qui vont être concernées. Donc, ça va forcément faire bouger un petit peu votre travail à tous les deux. En tout cas, on peut l'imaginer. Et à côté de ça, on va aussi avoir l'aspect de la data qui va peut-être être prise en charge. On envisage des petits QR codes qui nous permettront d'accéder à la donnée extra-financière de façon comparable. Vivement 2030, ça fait rêver. Mais du coup, en attendant, comment on se prépare à tout ça? Peut-être parole à Augustin. Et si Emmanuel, tu veux aussi ajouter quelque chose, justement, parce que il y a un petit peu de data dans cette CSRD, donc ça va peut-être aussi faire évoluer ton métier. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait du paquet CSRD dans les small et mid cap? Merci. Oui, non, c'est un sujet qui est intéressant, et la réglementation, comme on le sait, c'est parfois, moi je la compare souvent à la voiture balai un petit peu. Il y a ceux qui l'anticipent, il y a ceux qui prennent les devants, qui vont faire le travail en amont, et puis il y a ceux qui étaient un peu réfractaires ou qui ne voyaient pas l'intérêt et qui vont se faire un peu rattraper par cette réglementation. Déjà, là, j'ai repris quelques éléments pour les sociétés cotées, tout ce qu'elles doivent, les différents éléments qu'elles doivent de plus en plus communiquer. CSRD, ça en fait partie, et donc il y a certaines sociétés qui étaient un peu réfractaires, qui ne vont pas se donner les moyens, qui vont être rattrapées par ça. Je trouve que c'est plutôt bien, et bon, il faut parfois de la réglementation pour que certains acteurs bougent. Il y a aussi un gros sujet quand on discutait avec les entreprises. Elles nous disaient souvent, oui, vous nous demandez des données extra-financières, mais le problème, c'est que votre voisin va en demander des différentes, etc. Il n'y a pas de vraie cohérence. Bon, si on ramène ça à de la comptabilité, on n'a pas de normes IFRS qui vont nous dire dans quoi classifier les données extra-financières, etc. Donc avoir un cadre et savoir pour les entreprises comment communiquer, sur quels critères, etc., ça peut être aussi positif, parce qu'il y en a beaucoup qui sont perdus aussi, et c'est tout l'intérêt d'avoir des acteurs comme Etifinance, etc., qui peuvent dialoguer avec les entreprises, les aider. Nous, on essaye aussi à notre petite échelle de le faire quand elles le demandent. Et donc oui, cette réglementation, elle arrive, elle va pousser cette entreprise à bouger pour certaines, mais il y en a beaucoup qui ont fait le travail en amont, et nous, quand on se base du point de vue de l'investisseur, je préfère largement les sociétés qui ont pris les devants, qui ont vu ça arriver, qui ont fait le travail en amont et qui sont déjà bien positionnées sur ces sujets-là. Nous, toutes les sociétés qu'on pousse et dans lesquelles on investit, on les pousse vraiment à être de plus en plus transparentes. Et je pense que d'un point de vue d'investisseurs, les sociétés qui savent anticiper ces sujets-là sont plus créatrices de valeur. On l'a vu tout à l'heure avec différents éléments. Donc, je pense que c'est un sujet intéressant. Et puis, pour celles qui étaient un peu réfractaires, effectivement, il y a eu un pardon, j'ai avancé 2 slides. Il y a eu un travail qui a été fait d'engagement. Donc, je disais tout à l'heure, avec certaines sociétés, quand on discutait, la plupart du temps, il y avait un a priori qui était un peu, qui était souvent de la surprise. Quand on allait voir ces sociétés en leur disant que sur les rapports annuels, en tout cas par rapport à ce qu'on avait trouvé dans les documents publics, on avait une très mauvaise note sur les critères extra-financiers pour cette société, bien pire que celle de ses concurrents. Elle était souvent très surprise. Nous, on aimait justement, c'est pour ça qu'on a aussi pris des critères, des notations par secteur en relatif, pour dire à certaines entreprises, par rapport à votre petit concurrent, là, votre petit voisin, etc., vous êtes bien pire. Et souvent, ça les piquait un peu au vif. Souvent, ils ne comprenaient pas parce qu'ils nous disaient, je ne comprends pas, je fais ça, etc. Sauf que le sujet, c'est qu'on ne le trouvait pas de façon transparente, de façon publique. Et donc nous, tout notre engagement et toute notre idée, c'était vraiment de les pousser à être le plus transparente possible, que la donnée soit publique. Et une fois que la donnée est publique,
nous, je vais être assez transparent, on n'a pas la donnée, on n'a pas les équipes en interne pour aller vérifier si le chiffre relaté par la société est bon ou pas. Par contre, pour des acteurs très précis et des agences comme Etifinance notamment, ça peut vraiment permettre d'avoir un terrain de jeu avec des sociétés qui ont déjà donné l'information et d'aller vérifier si cette information, elle est plutôt bonne ou pas. Donc toute notre idée, c'était vraiment de les pousser à ça, d'aller en amont de cette réglementation. Et donc typiquement, je parlais d'un univers européen, donc quand on a des sociétés en Finlande, des sociétés en Italie, etc., c'était vraiment de les pousser. Souvent, il y avait une réception qui était plutôt positive de la part des chefs d'entreprise, et puis parfois, des chefs d'entreprise qui nous disaient que ça les intéressait pas vraiment. Donc ceux-là, ils vont se faire attraper effectivement par la réglementation, et en général, ceux-là, on n'a pas investi parce que de notre point de vue, ils ont en général pas compris les mouvements sociétaux qui se préparaient. Alors moi, Merci beaucoup. juste pour, non, mais pour rebondir sur ce que dit Augustin, la seule chose que je voulais porter un petit peu attention, c'est qu'en Europe, en ce moment, je ne comprends pas très bien pourquoi sur CSRD, vous savez qu'il y a le seuil de 250 salariés. Dès que vous avez 250 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, CSRD s'appliquerait. Voilà. En dessous, même si vous êtes coté, ça ne s'appliquerait pas. Ça, ce n'est pas compréhensible parce qu'au départ, il était question que toute entreprise cotée ait CSRD. Aujourd'hui, c'est des nouvelles encore fraîches de vendredi, puisque j'ai eu la chance d'être avec Pascal Durand, un eurodéputé qui défend fort l'idée du CSRD, mais lui-même ne comprend pas pourquoi ça a été retoqué au niveau du Parlement. Voilà. Bon. Donc tout ça pour dire oui, il y aura une standardisation et tout le monde a envie, comme tous les gérants, comme Augustin, tous les financiers veulent avoir une information extra-financière plus standardisée. CSRD va y aider et je pense qu'on peut espérer que l'avis, enfin le trilogue, le dialogue entre le Parlement et le Conseil puisse modifier le fait que une entreprise, quand elle est cotée, elle devrait avoir à rendre compte de manière systématique en ESG. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Emmanuel. Écoutez, on est incroyablement à l'heure, c'est agréable. 12h32, on va pouvoir passer à la deuxième partie de notre échange. C'est Hugo, cette fois-ci, qui va prendre la main entre quelques questions qu'il a sous le coude, les questions qui arrivent au fur et à mesure dans le chat, et il y en a déjà. Donc, tous les participants, vous pouvez y aller, on rentre en opération discussion-conversation. Donc, toutes les questions, toutes les remarques sont les bienvenues. Et Hugo, je te laisse le floor avec les questions. C'est toi qui anime, à toi de jouer. Eh bien, merci. Peut-être juste un premier point sur les slides. Alors, vous êtes plusieurs à nous dire que vous ne les voyez pas. Je ne sais pas depuis Nous, combien on de les voit, temps. c'est assez malheureux. D'accord, ok, je vois. Alors, je vais essayer quelque chose. Excusez-moi. Oui, en fait, on voit le chat, quoi, mais on ne voit pas les slides. Alors, il y C'est a original. Écoutez, nous, on les voit, c'est bien dommage. visiblement un problème que je vais Et j'ai essayer d'autres de… personnes de l'autre côté que certains les voient. Donc, ça dépend des personnes, visiblement. Alors, c'est peut-être un sujet de navigateur. C'est peut-être ça. J'essaye de faire des manipulations. J'essaye 10 secondes. Hein, je veux dire, de toute façon, vous les récupérerez à la fin. J'ai essayé quelque chose. C'est pire, je crois. Alors, je vais essayer autre chose. Et puis sinon, alors on est désolé pour ce désagrément et on vous enverra de toute façon les slides à l'issue de l'événement. Non, ça change rien. Alors, on n'a jamais eu ce sujet-là, c'est étonnant. La joie de la technologie. On voit bien le chat en tout cas. Hein, ça, c'est une certitude. Déjà présent, converser dessus. Écoutez, j'essaie une dernière chose. Ah.
Il y a des choses qui bougent de mon côté, Hugo. Ouais. Je suis à sec d'idées, là. Je n'ai plus d'idées. Peut-être... Ah, attendez. Bah, excusez-moi. Je ne vois pas... Ah, est-ce que c'est mieux, là? Non. Bon, bah écoutez, on va faire avec le chat. Alors, les questions. Donc, oui, il y a un certain nombre de questions et puis pour une fois, on a plus le temps de ça. Donc, alors, une première question, Augustin, sur votre univers. J'avais une question, moi, qui me brûlait les lèvres depuis tout à l'heure. Vous avez, j'imagine, plusieurs centaines de sociétés dans votre univers qui sont, vous l'avez dit tout à l'heure, notées par un certain nombre d'agences de notation. J'imagine qu'une grande partie ne sont pas notées puisque c'est des microcaps et la donnée, vous allez la chercher. Comment vous faites pour votre référentiel? Vous avez des données de fournisseurs d'un côté et vous avez des analyses de l'autre pour l'enrichir, ou comment vous traitez ce problème-là? En fait, je vous pose la question parce que je sais que c'est un problème pour de nombreuses sociétés de gestion et enfin, je suis assez curieux de savoir comment vous traitez le problème. Merci, oui, non, c'est un très bon point et je l'ai passé peut-être rapidement. En fait, sur certaines sociétés, oui, vous avez déjà des agences de notation qui font très bien le travail. Donc, vous aurez leur grille d'appréciation extra-financière sur cette société. Donc, ce sera une société, admettons, française. Le sujet, c'est que vous allez ensuite devoir la comparer à une société finlandaise, une société suédoise, allemande, etc. Et que tous les fournisseurs de données extra-financières n'ont pas toujours la même grille de lecture et donc la donnée ne sera pas toujours homogène. Et donc, c'était tout notre problème. Donc, en fait, très honnêtement, on aurait aimé se dire, bon, ok, tout notre univers d'investissement, donc c'est-à-dire l'univers d'investissement, donc nous on investit dans les micro-caps qui sont assez liquides pour nous pour éviter une partie des risques. Donc c'est en gros 1500 sociétés. Okay. En Europe, donc c'est un univers qui est très très profond. Et donc ces 1500 sociétés, elles ne sont pas toutes couvertes. Et donc si on voulait une grille de lecture homogène et pouvoir comparer clairement les sociétés au sein de leur secteur, l'idée qu'on a eue, et c'était un peu une contrainte aussi, c'était vraiment de le faire nous-mêmes, donc de faire une base de données propriétaire. Donc là, je vous ai mis à l'image les 4 grands piliers qu'on utilise. Et donc, vous l'aviez vu tout à l'heure avec Easyfinance, mais il y a évidemment les 4 grands piliers standards qu'on utilise. Et on a essayé, étant donné qu'on était dans un univers de micro-cap, donc vous avez les mid-cap, les small-cap et en dessous les micro-cap, donc c'est vraiment les petites sociétés en bourse, les PME. Et donc ces sociétés, on s'est dit, si on arrive avec nos gros sabots, avec des grilles trop compliquées, ça va être impossible d'avoir la donnée. Et puis voilà, l'idée c'est plutôt de leur mettre le pied à l'étrier plutôt que d'aller directement leur dire que vous êtes nuls et vous n'êtes pas assez transparent. Donc l'idée c'était de faire une grille et puis de progressivement la durcir et de l'améliorer. Et donc là vous avez les critères sous les yeux, mais typiquement la conseil d'administration pour avoir de la parité, etc. Parce que certains ne voient pas. Alors les critères, c'est gouvernance, sociale, environnement et partie prenante, hein, pour ceux qui ne voient pas les slides. Oui, c'est ça. Merci. Pour les 5 grands piliers, et puis ensuite vous avez les critères assez standards. Pour être totalement transparent, on n'a évidemment pas inventé l'eau chaude quand on a pris ces critères-là. C'était des critères qui étaient assez utilisés et standardisés. Le sujet aussi, c'est qu'on a essayé de prendre des critères qui étaient parfois binaires. Typiquement, est-ce que la rémunération du chef d'entreprise, elle est transparente ou pas? Est-ce qu'on peut y avoir accès? Enfin voilà, essayer d'avoir des critères simples, adaptés à ces sociétés et de le faire nous-mêmes. Et donc, on a une base de données en interne sur ces 1500 sociétés, 1500 à 2000 selon le marché, qui est renouvelée tous les ans. Donc, tous les ans, c'est notre travail d'été chez Mandarine. On est nombreux à faire ça. Et donc, on met à jour cette base de données une fois que les rapports annuels et les rapports extra-financiers sont publiés. Donc ça, c'est votre base de données. Et j'enchaîne sur une autre question parce qu'on a eu plusieurs fois cette question-là. Ça, c'est parce que ce n'est pas complètement clair pour nos auditeurs. Vous avez votre base propriétaire et on a une question qui revient qui est, mais pour les reportings, notamment les reportings réguliers sur les articles 8 et 9, on peut ou pas mélanger de la donnée d'agences de notation extra-financière et de l'enrichissement fait par la société de gestion. Par exemple, je prends un cas concret. Votre base de données propriétaire,
elle a des données Etifinance, elle en a d'autres. Vous allez vous-même peut-être ajouter quelques notations. Comment vous montrez ça dans un report et comment vous fonctionnez en fait? Alors, sur le cas précis du fonds Mandarin Europe Microcap, on se base, j'ai envie de dire, exclusivement sur nos données. Après, on peut se servir de fournisseurs sur les données de CO2, typiquement. Un acteur comme Trucost peut nous apporter de l'information. Mais pour ce qui est des notations absolues et relatives des titres en portefeuille, tous les titres sont notés de la même façon sur une grille homogène. Et puis ensuite, juste pour des données de reporting, on va rebaser ça entre -2 et +2. Mais on s'appuiera sur nos données internes avec nos grilles internes de notation. Et donc là-dessus, il n'y a pas de. Pour une société donnée, on ne va pas mixer certains providers ou autres. On va vraiment le faire de ce qu'on essaye de faire proprement avec nos données internes. Ouais. Augustin, je vous laisse un peu de répit. On va passer à Emmanuel et je reviens vers vous juste après. Emmanuel, donc tu parlais de ton univers noté, 3200 sociétés, si je ne dis pas de bêtises. 2300. 2300, j'ai inversé, ou j'ai anticipé le futur. Tu as anticipé. J'ai une question pour toi, parce que c'est pareil, on l'a régulièrement, celle-ci, du marché. Donc là, il y a cet univers de 2300. Et s'il y a des microcaps ou un certain nombre de sociétés qui ne sont pas couvertes par la proposition de valeur d'Etifinance, est-ce que vous faites de l'analyse ad hoc sur des sociétés à la demande ou ça ne fait pas partie de votre offre de service et vous restez limité sur les 2300 sociétés? Non, c'est fréquent. Cette question, on l'a très régulièrement. Tout gérant va nous dire, écoutez, on a un taux de couverture de, je sais pas, 82%. Il nous manque absolument, il nous faudrait ces 3 titres-là. Est-ce que vous pouvez les couvrir? Et oui, donc aujourd'hui, je dirais que la moitié de nos clients nous demandent une valeur sur mesure ou 2 ou 3. Je pense à quelques-uns qui nous demandent une dizaine. Oui. Donc, pour répondre à votre question, oui, on fait des évaluations sur mesure, évidemment. On a même des entreprises qui, par elles-mêmes, ont entendu parler d'Etifinance comme l'agence de référence sur les small et mid cap et qui dit, écoutez, je ne suis pas coté ou je vais rentrer en bourse. Par contre, ça, on l'a. Vous savez que l'an dernier, il y a eu, je crois, pour être précis, il y a 38 IPO, je crois, en France. Et Etifinance a été sollicité dans 32 fois, donc 32 cas, le broker ou le chef d'entreprise, avant de rentrer en bourse, a dit on veut se faire évaluer par vous. Parce qu'ils savent, vous voyez, ça, j'en ai jamais pensé quand j'ai créé Etifinance, qu'on arriverait un jour même, avant introduction, un patron dise je veux me faire évaluer, je veux avoir des clients, des gérants comme Augustin Lecoq, enfin ils disent pas Augustin Lecoq, ils disent je veux attirer des investisseurs responsables, voilà, comme Augustin, je veux des gens comme ça à mon capital, et donc je peux pas venir tout nu, il faut que je vienne avec une évaluation et que je lui montre voilà, là-dessus, comment je me benchmark par rapport aux autres, je suis plutôt comme ça. Et puis voilà, ma feuille de route, je sais bien, toute organisation, toute entreprise a une marge de progrès. Et ça plaît énormément. Enfin, ça devrait plaire à des gérants, à des investisseurs, que quelqu'un qui est transparent, qui montre qu'il a fait cet exercice, ce qui prouve quand même qu'il est sensible aux enjeux de développement durable, qu'il a envie de progresser. Et donc, voilà, j'ai digressé sur… Donc oui, on fait du bespoke, des évaluations sur mesure. Et il se trouve même qu'on a maintenant de nombreuses entreprises qui, avant d'entrer en bourse, Life, la toute dernière, Life, le distributeur d'hydrogène, avait été passé par une évaluation ESG Etifinance. Ok, mais c'est intéressant, Emmanuel, ça fait écho à ce que vous disiez, Augustin, tout à l'heure sur l'information. Demander aux sociétés en fait d'être le plus transparente possible en amont pour que vous puissiez prendre les décisions d'investissement derrière. Alors, j'ai d'autres questions à vous poser. Donc, et d'ailleurs, je vois qu'Elsa, tu essayes de faire un certain nombre de manipulations sur les slides. J'ai vu un moment un escaladeur, je ne sais pas où on en est, ce que vous voyez, mais
mais en tout cas, ça avance. Donc, on a parlé de double matérialité tout à l'heure. Enfin, c'est toi, Emmanuel, qu'on a parlé. Vous avez beaucoup présenté la partie ESG, les mesures de risque, de valo. Qu'en est-il de la partie... alors, excusez-moi, parce que je lis la question. Qu'en est-il de la partie mesure de l'impact des PME et TI sur les facteurs de durabilité? Quid de la prise en compte des PAI, les fameux PAI? Ça fait un moment qu'on n'en avait pas parlé. Ça fait au moins une Alors, semaine. je veux bien y répondre. Concernant les PAI, donc le Principal Adverse Impact, donc les 14. voilà, on les couvre dans leur entièreté, sachant qu'il y en a 2 qui nécessitent, par exemple, une contravention au Global Compact. Bon, bah ça, il n'y a pas un indicateur qui dit a enfreint un des principes, un des 10 principes du pacte mondial, mais on va pour cela, dans le suivi des controverses, pouvoir relever si cet indicateur parmi les 14, eh bien, est-ce que l'entreprise a péché du côté du pacte mondial? Donc, PAI, on couvre. SDGs ou les ODD, on lance, je crois que c'est la semaine prochaine, la mise à disposition d'indicateurs d'impact ODD sur les 400 entreprises PME ETI côté française. Donc voilà. Ah, là, on voit des slides. Enfin, ça a bougé là. Ouais. Mais du coup, j'ai perdu je vois plus. Je vous vois plus. Ah si. Ok. Ah oui, donc, oui, on voilà voit les sliders. Oui. Alors, je voulais dire sur les PAI. Ouais. Alors, alors ça peut s'adresser à vous deux, messieurs. Vous êtes en contact avec de nombreux dirigeants. Quelle est leur perception de ces aspects ESG? Se rendent-ils compte de l'importance de ces thématiques pour les investisseurs? Parce que c'est vrai que nous, on parle aussi avec... on a la chance de croiser de temps en temps des dirigeants et on entend un peu tout, notamment des dirigeants qui ne savent pas ce que c'est. Alors, quid pour vous? Qu'est-ce que vous voyez au quotidien? Est-ce que la prise de conscience, en fait, est vraiment très importante? Parce que c'est une lame de fond, on le sait tous, mais est-ce que les patrons de PME françaises le saisissent? Merci, ouais, je vais enchaîner là-dessus. Alors là-dessus, il y avait, pour moi, je me basais surtout au niveau européen. Et au niveau européen, il y avait une vraie différence il y a encore quelques années entre un chef d'entreprise nordique, on va dire, donc le suédois typiquement, qui lui avait pas mal d'avance, reportait déjà pas mal d'informations, avait des rapports extra-financiers déjà dédiés, il avait beaucoup d'avance dans ces pays-là. Et puis vous arriviez en Europe un peu plus latine, on va dire, en France, en Italie, mais même en Allemagne, hein. Et là, vous aviez des dirigeants qui étaient un peu moins sensibilisés et un peu moins en avance, pour être très poli. Et donc ça, c'était le cas et c'était l'image qu'on pouvait avoir il y a quelques années. De mon point de vue, ça s'est vraiment amélioré et tant mieux. Ce qu'on leur disait souvent, hein, c'est qu'on est sûrement, peut-être les premiers à venir vous voir et de vous demander ces petites questions-là, mais on sera certainement pas les derniers. Plus tôt vous faites le boulot et mieux ça sera pour vous. Et donc pour les petites anecdotes, parfois on arrivait, on demandait à un chef d'entreprise, j'ai encore en tête, italien, est-ce qu'il reportait ses indicateurs ESG et il nous regardait en se demandant ce qu'était que l'ESG. Et donc ça évolue évidemment et pour l'ignorer, il faudrait vraiment n'ouvrir aucun journal, etc., etc., vraiment fermer les yeux. Donc ils en sont à peu près tous conscients. Et après, il reste évidemment des réfractaires, des dirigeants qui font un peu ce qu'ils veulent et ne veulent pas être transparents. Ça, il y en a toujours. Mais c'est pas ceux-là qui nous intéressent en général et on va plutôt, on va plutôt rester avec des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui ont envie de bouger les choses. Donc parfois, ils sont pas très bons pour le moment, mais ils ont envie de faire bouger les indicateurs et donc c'est tant mieux. Et donc nous, on le voyait avec
les taux de réponse et les taux d'informations qu'on pouvait trouver dans les rapports annuels, etc. Et on voit que c'est vraiment croissant, c'est de mieux en mieux. On trouve de plus en plus d'informations. Et j'ai pas d'anecdote ou j'ai pas de meeting récent avec un dirigeant ou son directeur financier où on me regarde en me demandant ce qu'était que l'ESG. Bon, je pense que tout le monde en a conscience. Et même dans les présentations investisseurs, donc ce sont des présentations investisseurs en théorie financière, on voit de plus en plus de slides sur l'extra-financier. Ils en ont tous conscience. Et Emmanuel le rappelait bien sur l'aspect de sociétés qui s'introduisent en bourse. Étant donné que de plus en plus de fonds tentent, ou en tout cas sont déjà labellisés avec ce label ISR français ou intègrent ces critères ESG, évidemment qu'une société qui ne fait pas le travail, elle va être cornerisée, elle va être mise de côté et plus personne ne pourra investir chez elle à un moment. Et donc ça, ils en ont tous conscience. Et s'ils viennent en bourse, c'est pour trouver les investisseurs. Et donc, ils savent que voilà, cette transparence et ce reporting extra-financier est de plus en plus important. Alors, j'aimerais pouvoir dire un mot aussi. Je pense qu'il y a, je rejoins Augustin. Je qualifierais juste son propos en disant il y a quand même encore une catégorie qui sont un petit peu à la traîne ou un peu perdus. Mais bon, ils seront et qui vivent encore l'ESG comme un peu une contrainte. Voilà. Mais leurs clients qui sont des grands donneurs d'ordre leur rappellent que c'est sérieux. La réglementation va leur rappeler qu'il faut absolument. Voilà. Donc il y a quand même une partie, je dirais, de ces dirigeants qui ne sont pas encore très fortement concernés ou qui pensent que c'est un peu une facette marketing ou un concept un peu bobo. Mais bon, c'est de moins en moins le cas. Et je vous donne une dernière information. Si j'ai encore le temps ou pas? Emmanuel, il te reste 9 minutes. Oui. Très bien. On a d'autres questions. Non, ce que je voulais dire, si je me fonde sur deux belles maisons, alors c'est des grosses ETI. Je vais prendre Bureau Veritas, c'est gros. Wavestone, c'est plus petit, mais on est sur 2000 salariés quand même, 2000 consultants. Donc Wavestone, c'est consulting en système d'information pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas. Bureau Veritas, c'est tout ce qui est contrôle. Bon, là, c'est 85 000 salariés. Je veux dire, j'ai vu la semaine dernière les dirigeants de ces deux boîtes. Il y a 5 ans, ils se plaignaient, je les connaissais déjà, et ils se plaignaient, ils me disaient, Emmanuel, tu vois, on répond à Gaïa, on est évalué par Equifinance, on essaye de bien faire les choses, on a mis en place une politique RSE bottom-up, c'est-à-dire en impliquant l'ensemble des personnes, et puis on a édifié ça au fil des années, et donc là je suis en 2017, j'ai pas une question d'un gérant sur l'ESG. Quand je suis en roadshow, je n'en ai pas une. La semaine dernière, les mêmes personnes me disent la moitié de mes questions en roadshow, c'est de l'ESG. J'ai dit, mais comment vous il dit, je ne sais pas si c'est le Covid, je ne sais pas si c'est un truc, mais l'ESG, depuis 2-3 ans, est devenu est un sujet clé. Enfin, il y a des enjeux énormes. Donc, on a changé là. On est en train de changer de modèle. Augustin est évidemment investisseur, gérant, piqueur depuis longtemps. Donc, voilà. Mais il y a des gens qui ont raccroché les wagons avec ce que tu fais, Augustin. Et désormais, ça devient systématique. Voilà. Alors qu'il y a encore quelques années, ça n'était pas. Donc, tant mieux. Et Emmanuel, tu évoques un laps de temps assez éloigné. Tu parles de 5 ans entre les deux rencontres, mais tu penses que ça s'est accéléré là dans l'année ou ça s'est accéléré depuis 2-3 ans? Parce que 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans. Sarah, j'ai plus en tête, tu sais, le montant des investissements totaux sur des articles 8 et 9 sur le premier trimestre de l'année. Ça représente 50 ou 60% de l'investissement français, c'est ça?
Enfin, c'était... Surtout sur ce qui était intéressant sur ce chiffre que je n'ai plus en tête, mais on Ouais. pourra vous le retrouver, c'était que la majorité de la nouvelle collecte qui se faisait se dirigeait, je crois qu'on était, en gros, les articles 8 et 9 représentaient un tiers du marché, mais 2 tiers de la collecte. Ouais. Et Ouais, c'est c'est ça. intéressant, c'est qu'en fait, naturellement, l'argent bifurque sur des articles 8 ou 9. À nous, ensuite, ambitieusement, d'avoir des articles 8 et 9 de qualité, parce que, bien entendu, on est aussi sur un marché d'autoclassification qui démarre. Donc pour l'instant, je pense que tout le monde s'autoclassifie naturellement 8 et on va avoir un petit ménage qui va se faire au fur et à mesure quand les standards de marché, les bonnes pratiques vont se développer. Donc, mais effectivement, en tout cas, on est sûr qu'aujourd'hui, toute la collecte qui se fait en priorité sur les articles 8 et 9. Et c'est aussi le discours qui est tenu par la plupart des institutionnels qu'on a pu accueillir dans ces événements, qui nous disent, nous aujourd'hui, on ne regarde quasiment plus que ça. Donc, tous les fonds et les plus petites structures qui nous attendent en tant qu'investisseurs doivent être article 8 ou 9 et collés à un certain cadre de marketing pour qu'on les regarde. Parce qu'aujourd'hui, on veut que nos portefeuilles ne soient remplis que de ça. Emmanuel, je te posais la question sur la durée, sur le timing, parce que toujours, Sarah, je parle sous ton autorité, mais je crois que le shift entre Q4 de l'année dernière et Q1 sur la collecte, on passe justement de, je ne sais plus, pour les articles 8 et 9, ça devait être 10 ou 15% sur Q4 l'année dernière, et on passe à 2 tiers. Enfin, je veux dire, c'est un... Non, j'entends, mais il faudra faire attention au greenwashing, il faut faire gaffe aussi, parce que je pense qu'il y en a énormément. Il faut vraiment que tous ceux qui soient autour de cette table se battent pour ça, parce qu'aujourd'hui, 8, 9, il y a énormément de confusion. Certains mettent du 8 là, ça pourrait être 9 et inversement. Enfin, c'est pas génial. Moi, je suis plutôt pour un label ISR exigeant. 8 et 9, aujourd'hui, ça veut... Enfin, tant pis, hein, je mets un pavé dans la main, mais pour moi, ça veut rien dire. Voilà, je vais être dur. Je suis très méfiant des autodéclarations. Surtout quand les règles sont assez floues encore sur le 8 et le 9. Je préfère du label ISR ou du label relance où on connaît bien le cahier des charges et l'attribution se fait par pas pour le relance, mais pour l'ISR par un OTI, un organisme tiers indépendant. Peut-être du coup d'ailleurs, puisqu'on aborde la question du label ISR qui est sous le feu des projecteurs dans les médias ces dernières semaines, Ouais. Sa réforme et sur justement les diverses demandes qui viennent de plusieurs institutions sur le fait de réformer, si oui, comment, potentiellement exclure des choses. On a parlé aussi un petit peu de controverses. Du coup, Augustin, un mot sur les stratégies d'exclusion et de traitement des controverses. On a des questions qui sont tombées sur le sujet. Pêle-mêle, on ressort la controverse des Ouïghours. Comment vous la prenez en compte aujourd'hui? Est-ce que vous faites un travail auprès, on cite les marques qui sont citées dans vos portefeuilles sont Nike et Puma, qui sont apparemment aujourd'hui considérées comme utilisant des fournisseurs qui travailleraient, entre guillemets, sur le dos des Ouïghours. Comment on gère en tant que gestionnaire une thématique comme celle-ci, qui est de l'ordre de la controverse? Et la seconde, effectivement, c'est la prise de position et les positionnements sur les exclusions fossiles, cette fois-ci. Je vois qu'on a une question sur BNP. Je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs l'Assemblée générale de Total. Ça a fait beaucoup de débats aussi. Quand on est investisseur, justement, comment on se positionne sur ce sujet. Bref, voilà, peut-être un petit peu d'histoire sur comment ça marche ces mandarines sur les exclusions et l'engagement actionnarial. Oui, merci. Alors, oui, les sociétés citées sont depuis très longtemps plus des microcaps. Elles font partie d'autres fonds de chez Mandarine. Donc, en l'occurrence, Nike et Puma doivent faire partie du fonds Mandarine Global Sport et Total, notamment du fonds Mandarine Valeur que nous avons. Chez Mandarine, on a une approche qui s'adapte à nos environnements d'investissement. Typiquement, le premier fonds que je citais, il va investir dans les sociétés du sport et donc avoir sa vision et ses réglementations et sa grille de lecture extra-financière dans cet environnement. Le fonds Mandarine Valeur, lui aussi est un fonds qui est assez connu pour investir notamment dans les banques, dans les matières premières, dans l'énergie, etc. Donc, a toujours été dans cette logique-là. De notre idée d'investissement et notre vision de tout ça
et même moi dans les microcaps, hein, même si je ne suis pas sur ces valeurs, elles sont trop grosses, mais l'idée, c'est toujours d'investir dans des sociétés et de ne pas forcément sélectionner les sociétés qui actuellement sont les plus vertes, mais qui ont une tendance d'amélioration. Et en tant qu'investisseur, on va toujours jouer une tendance d'amélioration des résultats, etc. Je trouve que sur l'extra-financier, c'est aussi notre démarche. C'est parfois des acteurs qui ne sont pas évidemment parfaits, qui ont eu des controverses dans le passé ou qui peuvent avoir des sujets. Nous, notre idée dans ces cas-là, ça va plutôt être l'amélioration, l'engagement pour essayer de voir si la société met des choses en place pour que ça s'améliore. Et donc pour les cas présents, je ne vais pas répondre à la place des gérants qui pourraient très bien le faire. Il ne faut pas hésiter à nous adresser des questions directement chez Mandarine. Comment je le gère moi dans mes fonds microcap? En général, une controverse, c'est-à-dire un accident de parcours, parce qu'en général, ça se retrouve dans la performance boursière. C'est en général une sortie du fonds. Quand on a une société qui n'a pas été capable de mettre qui n'a pas été capable voilà, d'avoir les contrôles internes, etc., c'est un sujet. Bon, le dernier exemple, c'est sur l'autre fonds que je gère, le fonds Mandarine Global Microcap. J'ai eu des sujets de transparence, de comptabilité, etc., sur une société au Japon, qui était historiquement une très belle société, et j'ai préféré sortir directement en attendant les résultats de l'enquête et ne pas rester investi sur une société qui aurait, même si elle ne peut pas tout gérer, elle aurait eu des sujets de manquement dans ses contrôles internes. Voilà, mais pour répondre au nom de Mandarine, sachant que je ne peux pas représenter tous les fonds de Mandarine, la logique est souvent en général liée au gérant et à l'appréciation du gérant, avec une équipe extra-financière qui est chez Mandarine assez transversale. Merci beaucoup, Augustin. Et du coup, pour Maëlle qui posait ces questions, ne pas hésiter à rebondir auprès des gérants, soulever le débat, justement, il n'y a pas de problème opérationnel pour répondre aux questions, mais Augustin ne peut pas répondre pour tout le monde, tout simplement. Ok. Est-ce que tu peux d'autres questions? Il est 13h pile. Soit Écoute, on est très soit on a peut-être d'autres choses. Sarah, on a fait le tour parce que je pense que c'est lié à la clarté de nos intervenants. Il y a assez peu de questions parce que ça a été présenté assez logiquement. Si vous n'avez plus de questions, il est 13h. On a fait le tour. Je pense que, alors moi j'ai appris beaucoup de choses en tout cas aujourd'hui. J'espère que c'est la même chose pour vous. On était une 50aine aujourd'hui connectés, ce qui est un score intéressant pour cette problématique. On va remercier Emmanuel et Augustin pour cette intervention sur les microcaps, je pense qu'on a appris pas mal de choses, sur l'offre également et la manière de travailler de vos deux sociétés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à les adresser à Augustin et à Emmanuel qui se feront un plaisir de vous répondre. Et puis, alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on est lundi. Nos prochains webinaires auront lieu plutôt en fin de semaine. Peut-être une chose aussi pour conclure ce webinaire. On a travaillé avec Etifinance sur une offre qui va être présentée dans les jours qui viennent, qui peuvent intéresser et qui va vous être envoyée d'ailleurs, puisque vous êtes tous dans le webinaire, donc sur notre liste d'invitation. En fait, on va vous proposer une offre commune avec les données disponibles chez Etifinance, intégrées dans la plateforme ScaleRisk avec les reportings réglementaires, article 8, PAI, etc., automatisés. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va sortir la semaine prochaine. Voilà. Donc si ça nécessite des questions supplémentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Écoutez, je vais vous remercier tous les 50 pour cet échange qu'on a eu ce midi. Encore une fois, merci Augustin et Emmanuel, c'était extrêmement clair comme intervention. Au plaisir de vous réinviter pour une nouvelle problématique. Et puis Sarah, je vais te souhaiter également une bonne semaine. Je crois qu'on ne se revoit pas. Merci à tous. Excellent déjeuner. Peut-être un petit mot, Hugo, pour terminer sur notre prochain rendez-vous. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, après avoir fait les
Cap, on sera au rendez-vous sur la private equity cette fois-ci, encore un sujet ardu sur toutes ces thématiques. Et on accueillera avec nous toute une équipe. On aura 3 invités de renom. Vous en saurez très bientôt plus. On vous enverra tout ça pour pouvoir discuter private equity, carbone, mesures du risque climatique. On vous prépare un truc hyper sympa. Et donc, rendez-vous, c'est jeudi 9 juin, comme d'habitude, entre 12h et 13h. Merci beaucoup, Augustin. Merci, Emmanuel, d'avoir été Merci à vous. Merci tout le monde. Au revoir. J'espère qu'on se revoit dans le prochain webinaire. Merci à tous. Merci.